Fragment 15. Tout au long de ces textes, on a tissé ensemble une critique de la vision scientifique du genre, aussi bien que des pratiques de résistance qui restent ancrées dans cette domestication. L'on va désormais se tourner explicitement vers l'une des plus proéminentes de ces idéologies concernant le genre, le féminisme marxiste, ou son euphémisme contemporain, le féminisme matérialiste. Cette idéologie a largement émergé dans les années 1970 comme une tentative de synthétiser la critique du capitalisme avec la critique du patriarcat. L'enquête de Gayle Rubin, que nous avons détaillée précédemment, était largement une critique des limites de la perspective marxiste. La théorie queer, le féminisme noir et le transféminisme ont aussi émergé largement en réaction à l'incapacité de cette théorie à rendre compte de la majorité de la violence genrée expérimentée par tout un ensemble de sujets exclus de l'échantillon scientifique. Les théories des féministes marxistes contemporaines n'ont pas dévié de très loin de leurs racines, mais les questions posées il y a des décennies restent largement sans réponse. Ces interventions sont pertinentes pour notre propre critique, mais nous commençons autre part. Parce qu'il est matérialiste, le féminisme matérialiste ignore la dimension spirituelle du genre, et par conséquent n'est pas capable de déterminer et de critiquer le genre comme étant domestication. À cause de sa priorisation de l'historique et de l'économique, il a peu à offrir au sujet de l'expérience des corps individuels piégés ou exclus par ces abstractions léviathaniques. Dans les années 70, Rubin et d'autres ont dit que la limite principalement du féminisme marxiste était dans sa conception de l'origine. Pour LE, l'exploitation et la domination des femmes étaient fondées sur la séparation et le genrage des sphères de travail productif et du travail reproductif. Rubin soutenait que la domination des femmes avait ses origines hors de cette séparation, mais aussi que le système sexe-genre et le système économique avaient leur propre mode de production et de reproduction. Le système sexe-genre est producteur de genre et d'identité sexuelle, tandis qu'il y a aussi une reproduction non quantifiable du système économique qui a lieu sans pouvoir être réduite au travail domestique. Il était alors déjà négligent d'en réduire les deux systèmes à être seulement les sphères productives et reproductives du mode de reproduction capitaliste. Pour elle, les origines du genre sont bien plus archaïques, émergeant au début de la civilisation elle-même. Tandis qu'évidemment, les anthropologues féministes gagneront toujours le débat sur les origines contre les féministes marxistes, notre enquête nous emmène hors de ce combat de coq théorique. La perspective de Rubin ne nous intéresse pas parce que ces preuves sont plus anciennes. Après tout, la méthode anthropologique est aussi bien ancrée dans les échecs de la science que la méthode économico-historique. À la place, nous nous intéressons à la manière dont le texte contribue à l'élaboration du genre et de la domestication comme étant un seul et même procès avec des opérations à la fois corporelles et spirituelles. On soutiendra qu'afin de planifier une évasion hors d'un système qui nous retient captives et captives, et d'autant plus pour s'en prendre à la bête elle-même, on doit comprendre non seulement d'où vient, mais aussi de manière plus importante comment elle opère dans le présent. Le féminisme marxiste semble inadéquat pour ces deux choses. Situer sa théorie de domination dans la performance du travail domestique sans commencer par une critique de la domestication amènera toujours à une histoire partielle, une description des moments ou des mythes spécifiques à des époques et lieux spécifiques. Mais il manquera la discrète fonction qui lie tous à un autre moment du genre. Les versions les plus sophistiquées du féminisme marxiste diront que le genre est évidemment plus vieux que le capital, mais que le capital adopte et dévore toutes les relations sociales préexistantes, exploitant donc le genre avec toutes les autres. Et alors qu'il est vrai qu'il y a une dimension unique en chaque moment et que le genre sous le capitalisme sont différents de ceux d'autres modes de production, cela ne prouve pas que l'essence de la domination genrée a beaucoup changé. La forme genrée émerge plutôt des millénaires avant et reste constante dans son double assaut corporel spirituel contre l'existence humaine. Les moments de l'accumulation du travail domestique, lors de la chasse aux sorcières ou pendant le Fordisme, sont deux histoires utiles sur la manière dont le genre a pris sa forme contemporaine, mais elles restent deux histoires parmi de nombreuses autres. Prioriser ces moments d'exploitation économique revient à taire et à sous-évaluer les innombrables histoires qui ne tiennent pas dans ces récits bien ficelés. Il est répandu parmi les marxistes les plus prévenants et prévenantes d'affirmer que l'État est peut-être bien plus ancien que le capital, mais que leur entrelacement a complètement transformé et reconstitué l'État, et les deux formes doivent être détruites, ensemble. Et pourtant, toutes les révolutions marxistes n'ont fait que reproduire l'État, précisément parce que cette forme est plus ancienne et totalement colonisée dans notre tête.
et a totalement colonisé notre être. De la même manière, la simple affirmation que le genre et le capital sont devenus terriblement entremêlés et doivent être détruits ensemble n'est pas une théorie de la manière dont cela arrivera et même pas une analyse de comment cela s'est produit. Tout comme une focalisation sur l'État comme parcelle du capital est en pratique un angle mort, il en est de même pour le genre. On repense au moment risible durant la dernière décennie où différents partis communistes ont dû opérer un renversement complet de leur position sur les personnes queer, sans même changer la structure de leur compréhension. L'effort pour entendre et adapter l'idéologie, pour prendre en compte des catégories qu'elles ignoraient précédemment, semble constamment être la suture des mêmes politiques d'inclusion libérale sur un marxisme vulgaire. Oui, le genre est exploité par le capital, et les deux sont largement indistinguables et inséparables dans le présent, mais cela n'est pas suffisant. Tout comme un refus de la forme État demanderait une compréhension de son émergence et de son fonctionnement jusqu'au présent, sans l'inclure vulgairement dans le capital, le genre requiert le même type d'enquête. Si l'on veut le détruire, on ne peut seulement viser avec notre canon seulement ces moments où il rentre proprement dans ce récit à propos du capital. On devra aussi faire usage des origines archaïques du genre et des voix et biographies de celles qui tentèrent de le brûler elles-mêmes. La perspective féministe marxiste échouera toujours sur la discussion des origines parce que même celles qui critiquent la construction sociale du genre soutiendront une vision naturalisée du sexe. Pour elles, le genre social est une corruption des réalités biologiques mâle-femelle de l'espèce qui sont liées à la reproduction. On a déjà discuté de la manière dont cette rupture est elle-même domestication et qu'il est de la fonction de Léviathan d'universaliser et de naturaliser sa machinerie. Si le féminisme marxiste a refusé cette naturalisation du sexe, on l'a à peine vu. Même celles qui vont aussi loin que la mise en question du genre essentialiste continueront par défaut de parler d'hommes et de femmes, et de manière transphobique dans leur formulation complexe. Même si l'on explorait seulement le genre dans le présent, l'on pourrait toujours trouver des histoires du travail domestique inadéquat pour notre tâche. Ce récit situe la famille comme site principal de l'exploitation du travail reproductif des femmes, travail qui est nécessaire pour le fonctionnement continu de notre production capitaliste. Il est vrai que la famille sert cet objectif, mais arrêter notre critique ici serait être limité par une vision mécaniste et matérialiste. On a déjà exploré une théorie de la famille comme structure qui émerge de l'échange de corps comme marchandise et imprégnée d'un pouvoir mythique à travers la réalisation d'anciens rituels concernant la sexualité et la parenté. Ces consolidations des structures mythiques de parenté étaient la base des relations sociales humaines et complexes incluant le Léviathan et l'État. Un pouvoir spécifique d'inclusion enchante celles qui participent dans ces familles parce qu'ils deviennent les héritiers et héritières des lignées millénaires et chargés de la transmission de cet héritage. On a discuté précédemment de cela dans le symbole de l'enfant. Le fascisme fétichise ces liens, tout comme la plupart des traditions politiques. L'analyse marxiste de la famille nous dira que ces structures émergent dans des conditions économiques spécifiques du capitalisme, ce qui est empiriquement faux. Le capital a modelé la famille de manière unique, mais les liens qui animent et donnent du pouvoir à la famille, parenté, transmission, ascendance, sexualité, futurisme reproductif, ruissellent tout au long de l'histoire et constituent un héritage des millénaires de contrôle et de domination. Pour prendre au sérieux la tâche de détruire cette unité, on doit comprendre dans sa totalité, dans sa fonction économique, bien sûr, mais aussi dans sa capture et son modelage du corps et de l'esprit. Pourquoi la famille tient-elle une place intrinsèque à toute culture domestiquée ? Pourquoi les gens en forment-ils ? Pourquoi y restent-ils ? Pourquoi certains proclament réellement aimer et apprécier les positions abusives en elles ? Pourquoi reste-t-elle royaume sombre des secrets de polichinelle et de petites violences discrètes ? Ces questions ne peuvent trouver de réponse seulement grâce à l'économie. Une tentative de réponse marxiste serait que les femmes restent dans la famille parce qu'elles n'ont pas le droit à un salaire, et les hommes parce qu'ils ont besoin de travail reproductif gratuit. Mais cette réponse semble dérisoire face à l'énormité de la question posée. Comment pourrait-elle ou tel arrangement du salariat être la colle qui maintient ensemble la relation sociale la plus formatrice de toute la civilisation ? Il ne peut pas l'être. Nous avons déjà dit que la science est une vision étroite du monde qui réduit la diversité et la réalité à la forme de sa vision. Cette tendance n'est pas trop nette dans l'interprétation scientifique de la famille.
Cette vision est beaucoup trop étroite pour rendre compte des expériences de la plupart des gens concernant le genre et la violence, et elle l'est déjà trop pour décrire la plupart des familles. Les féministes racisées ont constamment critiqué la formulation marxiste comme étant une compréhension principalement blanche de la famille qui a peu à voir avec leur vie. La formulation exclut même de nombreuses familles blanches, notamment celles qui sont très pauvres. Ma mère, par exemple, avait 2 emplois dans une usine et dans une maison de retraite pour subvenir à nos besoins quand j'étais enfant. Sa mère travaille toujours au même café-restaurant où elle a travaillé durant des décennies, et pourtant le contenu de ma famille garde son caractère domestique. On, on a suivi Freddy et Attentat en affirmant que l'histoire est la décomposition des formes léviathaniques. De la même manière, la famille se décompose constamment et renaît de ses cendres. À ce stade, de nombreux nouveaux arrangements normaux familiaux existent. Aucun d'entre eux n'était pris en compte par la compréhension simpliste et binaire du genre. Comment une vision marxiste rend-elle compte de ce moment prolongé de la décomposition de la famille? Une position queer affirme que la famille est le site de notre exploitation, certes, mais aussi qu'elle a été opération constante de torture, de contrainte et de domination qui va bien plus loin que les besoins du travail domestique. Pour d'autres, on trouve souvent que la famille est aussi un site d'exclusion, notamment au moment où l'on se rebelle contre elle. La vision du monde marxiste n'a rien à dire à propos soit de notre mutilation au sein de la forme famille, soit de notre expulsion hors d'elle. En outre, elle raille, elle raille notre révolte individuelle et collective contre cette forme en la qualifiant d'ahistorique et idéaliste. On agirait trop tôt ou sans les bonnes conditions, mais ces approches rationalistes n'ont qu'affirmé la famille, même en critiquant son rôle économiquement. Notre révolte ne sera jamais compréhensible depuis ce point de vue. Même pour les partisans et partisanes de cette théorie, elle explique peu de choses à propos de leur propre vie dans les années 70. La situation était déjà basée sur un groupe de femmes étudiants, objectivement un autre. Dans le présent, on a des universitaires étudiant les idées d'universitaires qui ont étudié cet autre corps de femmes et qui l'ont appelé matérialisme historique. Je pense à ces professeurs féministes dont la libération vient de l'embauche d'une femme de ménage. Notre enquête commence premièrement à partir de nos vies, et ensuite les lignes le long. Notre enquête commence premièrement à partir de nos vies, et suit ensuite les lignes le long desquelles on peut situer nos propres luttes dans et contre le genre au sein des luttes des autres. En dehors de cela, toute enquête semble vide et dépourvue de sens. Concernant ma propre vie, les formulations du marxisme sur la rupture entre le travail productif et reproductif sont incroyablement superficielles pour traiter les violences genrées. Elles n'expliquent pas pourquoi des vieux hommes payent pour du sexe avec moi pour regarder des vidéos de mon travail sexuel. Elles ne rendent pas compte de l'investissement que les personnes extérieures à la famille auraient dans le contrôle de ma sexualité et de mon expression de genre. Elles n'expliquent pas pourquoi le viol et la violence sexuelle arrivent à celles d'entre nous qui n'ont pas la capacité biologique d'accoucher. Elles n'expliquent définitivement pas la prévalence des drogues, du viol dans les bars et soirées queer, ni notre meurtre aux mains des bashers et de la police. Alors que je n'exclurais pas la possibilité qu'une telle explication puisse arriver un jour, nous n'avons vu aucun effort dans cette direction. Un refus du matérialisme n'est pas l'affirmation de quelque sorte d'idéalisme queer, mais plutôt une tentative d'explorer ce qui a été éliminé et jeté par ces deux visions du monde, le corps et l'esprit. Ces expériences requièrent une exploration corporelle et spirituelle qui prendrait au sérieux la question simultanée de la domestication. Une telle exploration semble totalement nécessaire si l'on veut comprendre la vaste gamme de violences genrées, à la fois des violences excluant et emprisonnant les queers, mais aussi des exploitations quotidiennes les plus banales au sein de la famille, et les reconnaître comme une opération. Que la théorie du féminisme marxiste soit imparfaite n'est que le début du problème. Comme pour toute autre théorie, ses applications seront toujours hantées par les angles morts qu'elle contient. On a déjà montré que les sciences pures tendent à produire des résultats horrifiants. L'application de cette théorie est, bien sûr, l'organisation. L'organisation est souvent si banale et réformiste qu'elle ne mérite pas d'être explorée. Wages for housework, par exemple. D'autres fausses solutions, reproduction mécanisée ou maisons autogérées, n'ont heureusement pas été mises en place à des échelles notables. L'autre application du féminisme marxiste est le séparatisme.
Il est important de se concentrer dessus à cause de la tragédie spécifique que son histoire révèle. Le projet de séparatiste commence par une prise de conscience de la dynamique que l'on a déjà illustrée dans l'organisation, que toute organisation est construite à travers l'échange et la circulation de corps genrés, mais s'efforce d'auto-gérer cette circulation. Les femmes doivent être organisées dans tel ou tel groupe / parti, où d'autres femmes plus conscientes les aideront à structurer leurs pensées et leurs activités. L'exclusion de certains genres de ce groupe séparatiste n'a jamais exorcisé le caractère démoniaque de l'organisation elle-même. Au-delà de ça, elle a pris en pratique une dimension particulièrement sinistre à travers l'exclusion volontaire virulente des femmes transgenres et d'autres. Les activistes féministes marxistes ont joué un rôle important dans la formation des politiques étatiques excluant les femmes des services de l'État, de groupes activistes, de refuges. Ces féministes ont servi de première ligne de la formation de politiques transmisogynes dans d'innombrables institutions culturelles et politiques. Comme toute théorie scientifique de la domination, cette variante du féminisme a historiquement aidé à matérialiser l'exclusion de celles qui ne pouvaient pas tenir dans ses fondations théoriques. Les féministes marxistes contemporaines affirmeront que puisqu'elles ne sont de leurs propres aveux pas transmisogynes, elles n'ont pas à répondre de cette tradition. Pourtant le soubassement théorique de cette attitude parmi leurs ancêtres n'a pas changé significativement. On a vu au mieux l'inclusion de quelques références aux femmes trans, au pire juste des répétitions du passé. S'il devait y avoir une rupture tendanciellement substantielle avec cette histoire, cela nécessiterait une analyse approfondie qui est très loin d'avoir lieu. Comment une conception purement matérialiste du genre pourrait expliquer le choix d'individus de risquer leur vie, leur liberté et leur bien-être afin de vivre ouvertement dans un autre genre que celui qui leur a été assigné à la naissance? Elle ne le peut évidemment pas, à moins qu'elle explore l'interaction entre les opérations spirituelles et corporelles du genre. On a très peu de foi en l'émergence d'une théorie catégorique du genre qui ne deviendra pas un appareil pour manier l'ordre dans ces catégories. Ce maintien de l'ordre est accompagné de l'antique problème de la politique, celui de la représentation. Les prétentions à être les féministes ou même les queers raconteront toujours un seul récit du genre à l'exclusion de nombreux autres. Celles qui dessinent ces lignes les dessineront toujours à travers les corps des autres. Une réponse récente à ces critiques a été l'introduction du concept de non-homme, not man. La plupart des tentatives pour définir cette catégorie sont très maladroites. Parfois, elle est utilisée pour signifier non-homme cisgenre, not cis-men, ou pour dire explicitement que les PD ne sont pas bienvenus à certaines réunions. D'autres fois, cela signifie simplement femme, personne trans, femme plus personne trans. Des féministes ont même dit que la catégorie inclut parfois les hommes de couleur et masculés. Habituellement, il s'agit juste de l'abréviation postmoderne des femmes. Comme de nombreuses autres catégories, elle ne fonctionne pas si elle a une frontière bien arrêtée et cette frontière sera toujours bien gardée. À chaque fois, elle est sans cesse problématique. Les définitions les moins problématiques de ce concept, telles que celle de défaire le sexe, sont trop vagues pour avoir une quelconque application pratique. Et c'est toujours dans les applications pratiques que ces théories décrètent leur violence. La perspective d'un corps politique de femmes majoritairement cisgenres déterminant quels individus genderqueers ou transféminines sont assez non-hommes pour participer à leur groupe est assez nauséabonde. Ce maintien de l'ordre catégorique imite tous les autres. Rencontrez donc la nouvelle binarité qui est le même que l'ancien. Une voie hors de ce dilemme est peut-être de partir de l'expérience plutôt que de l'identité, de chercher des conspirateuristes en se basant sur une expérience partagée d'une gamme de violences genrées. Quelques perspectives sur les non-hommes l'ont défini de manière similaire. Celles qui sont violées. Celles qui font le travail du care. Mais aucune de ces expériences n'est limitée par l'identité et accepter un cadre phénoménologique ou empirique nous débarrasserait totalement de l'utilité de la catégorie. Si ce concept est soit problématique, soit inutile, alors pourquoi y a-t-il eu tant de contorsions si sophistiquées pour le sauver? Ce que nous voyons vraiment est une tentative désespérée de sauver les catégories binaires dans un monde où elles y sont depuis longtemps en décomposition.